Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle interview reconversion avec Ninon. J'ai la joie d'accueillir Ninon qui est une amie à moi de retraite et aujourd'hui on va parler de sa reconversion professionnelle qui a quand même été un petit peu à 360 degrés. Vous allez voir qu'elle a complètement changé de métier. Alors Ninon, merci à toi d'être parmi nous et première petite question, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours professionnel? Eh bien, bonjour à tous. Merci à toi aussi, Marina, de m'accueillir pour cette interview. Alors, je m'appelle Ninon, j'ai 26 ans et du coup, je vais remonter un peu à mes études comme je suis jeune. Parcours professionnel, je vais remonter à mes études. Donc, j'ai eu un parcours scolaire assez classique avec bac S. J'ai enchaîné sur une école d'ingénieur et à la fin de mon école d'ingénieur, j'ai trouvé directement un poste en centrale nucléaire. Et du coup, je suis devenue ingénieure sûreté dans une centrale nucléaire dans le centre de la France. Ingénieure sûreté, pour ceux à qui ça parle pas, parce que je pense que c'est quand même très spécifique comme domaine et comme métier, c'est en gros, mon boulot, c'était de vérifier que on respecte sur la centrale, on respectait toutes les règles qu'on est censé respecter pour s'assurer que tout va bien se passer, on va pas avoir de problème, pas de radioactivité qui est libérée, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai fait du coup ce métier, j'ai eu une formation pendant 2 ans, parce qu'il n'y a pas d'école qui forme à ce métier. Il n'y a aucune école qui forme au nucléaire. Globalement, du coup, mon employeur, c'était EDF et c'est EDF qui forme toutes les personnes dans le nucléaire. Donc, j'ai fait 2 ans de formation et ensuite, j'ai pratiqué réellement le métier pendant 2 ans. Et jusqu'à ce que je craque et j'en puisse plus réellement de ce métier. Et donc, je me suis tournée, virage à 180 degrés, comme le disait Marina, je me suis tournée vers l'astrologie. Qui en fait fait partie d'un projet plus global que j'ai avec ma sœur. Avec ma sœur Sarah, du coup, on a créé Vers Soleil. Et notre but, c'est de créer des espaces holistiques pour accompagner des personnes en transition, des personnes qui sont perdues dans leur vie, qui ont l'impression que leur vie n'a pas de sens, qui ont l'impression de déconnecter d'elles-mêmes. Donc notre but, c'est de créer des espaces pour accompagner ces personnes à se reconnecter à elles, à réveiller leur lumière, à réveiller leur envie en fait de vivre et de retrouver leur passion. Donc avec plusieurs outils. Donc moi, mon outil du coup, c'est l'astrologie. Sarah, elle est plus côté yoga, pratique énergétique. Et puis voilà, on rassemble nos outils pour accompagner les personnes dans des séances individuelles, mais aussi des ateliers collectifs, des retraites. Et donc voilà le virage que j'ai fait. Je suis passée de ingénieure sûreté à Vers Soleil et du coup, je pratique de l'astrologie, mais on fait aussi des pratiques holistiques, plus globalement. Merci pour cette petite présentation et en effet, c'est hyper intéressant de voir comment on peut si vite changer aussi. Et justement là-dessus, ça serait intéressant de revenir un petit peu sur le moment où tu étais du coup, tu travaillais en centrale nucléaire. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es plus sentie bien, tu vois? Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir en fait? Alors déjà, je pense que c'est un métier, c'était vraiment un métier quand j'ai commencé à le faire que j'aimais beaucoup, mais je me suis jamais dit que j'allais y passer toute ma vie déjà sur une centrale nucléaire. C'est vraiment, je me disais toujours, avant dans ma tête, c'est vraiment genre à 40 ans, je serai plus ingénieure, je ferai autre chose. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, en fait, ce temps réduisait. Et puis après, c'est vraiment de la fatigue en fait qui est venue bouleverser l'idée que je pouvais me faire. Fatigue physique, mais surtout psychologique. Ingénieur sûreté, c'est un travail qui est fatigant déjà parce qu'il y a des astreintes. Donc, on était 4 dans mon tour d'astreinte, donc une semaine sur 4, j'étais d'astreinte, donc je pouvais être appelée à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit. Je travaillais 12 jours d'affilée parce que je travaillais le week-end aussi. Donc c'est quand même un rythme qui est soutenu. En plus, c'était un métier avec des responsabilités. J'avais pas un rôle décisionnaire, mais mon avis comptait pour toutes les décisions qui pouvaient être prises sur la centrale. Donc un rôle quand même important avec une certaine pression. On ne se donne pas le droit à l'erreur, clairement. Et donc tout ça, ça a conduit à de la fatigue et donc je parle un peu du coup de fonctionnement de centrales nucléaires pour expliquer. Mais en gros, les centrales nucléaires, il y a des périodes où elles sont en fonctionnement, où elles produisent de l'électricité, et il y a des périodes où on doit les arrêter pour pouvoir recharger le combustible, faire de la maintenance et pour pouvoir repartir et reproduire l'électricité en toute sûreté après.
Et en général, les phases d'arrêt, c'est des périodes qui sont très denses parce que y a beaucoup de maintenance qui est faite, on fait beaucoup d'opérations d'exploitation qui ne sont pas habituelles parce que le fonctionnement habituel d'une centrale, c'est en production 100% de la puissance. Donc, c'est vraiment une période où il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de pression. En tant qu'ingénieur sûreté, je suis plus appelée, je suis beaucoup plus sollicitée. Et donc, à ce moment-là, on avait du coup un gros arrêt très dense. Et toute cette fatigue que je commençais à accumuler, ça a un peu arrivé au point où j'ai craqué, je n'en pouvais plus. Je me suis vraiment effondrée un jour à mon bureau. Parce que après un coup de fil, on me disait je devais encore aller à une réunion pour résoudre des problèmes, se torturer l'esprit pour essayer de trouver une solution. Après le coup de fil, je me suis effondrée, j'en pouvais plus. En fait, je me disais, je suis plus capable, j'ai plus l'énergie. Et heureusement, j'ai eu un collègue là qui était là et qui m'a dit, non, faut que tu rentres chez toi. Sinon, j'aurais pleuré 10 minutes, je me serais recomposé un visage et j'y serais retournée. Donc, mais ouais, c'est ce qui m'a poussée, oui, à changer, c'est la fatigue que ce métier engendre. Moi, j'étais arrivée aux limites de ce que je pouvais donner, en fait. J'avais vraiment l'impression d'être vidée. Ouais. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question. Si, complètement. Et c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça où en fait la vie pro te vide en fait. Ouais. Et ça, j'imagine que tu l'as ressenti ce vide encore après ou pas, tu vois, quand tu as vraiment pris la décision, est-ce qu'après tu as eu par exemple un temps nécessaire de repos par exemple ou des choses comme ça? Déjà, sur la période avant, en fait, je pense que je me suis voilée la face pendant plusieurs mois où je me disais ça va aller, alors que clairement, déjà, ça allait plus. Que quand je revenais de vacances, j'étais encore épuisée alors que je venais de passer 2 semaines de vacances. Donc clairement, c'est pas une situation qui est normale. Ma balance vie pro, vie privée, elle était plus du tout équilibrée puisque en fait, j'étais une semaine sur 4 d'astreinte. La semaine d'avant, j'essayais de me reposer pour être en forme pour ma semaine d'astreinte. Après, je faisais ma semaine d'astreinte. Et la semaine d'après, ma semaine d'astreinte, je me reposais parce que j'étais crevée de ma semaine d'astreinte. Donc 3 semaines sur 4, en fait, je pensais qu'à me reposer et essayer de faire ma semaine d'astreinte. Donc déjà avant, je pense plusieurs mois avant que je craque, je me voilais la face, mais ça allait déjà pas. Après, il y a juste, c'est un peu, comment dire? En fait, je trouve, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu général dans plusieurs situations de vie. Il y a les signes avant-coureurs, et si on les regarde pas, au bout d'un moment, c'est le mur, quoi. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ça. Il y a plein de signes avant-coureurs que j'ai ignorés. Je me disais, ça va aller, mais non, tu peux le faire, t'es forte, nanana. Tout le monde y arrive, pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Donc voilà, j'ai ignoré, je me suis pris le mur, où j'ai été complètement vidée. Et oui, après, du coup, j'ai eu besoin de repos. Et après, même, du coup, c'était en janvier, du coup, 2021 que j'ai eu ce moment un peu de burn-out, hein, réellement. Après, j'ai pas quitté mon boulot directement en janvier 2021. Donc après, même si je suis restée encore quelques mois en poste, après, j'ai eu des super collègues qui ont beaucoup repris ma charge de travail parce que même, du coup, les mois qu'on suivi, j'étais plus capable de fournir la charge de travail que je faisais avant. Donc, il a vraiment fallu alléger ce que je faisais parce que ouais, j'en étais plus capable, j'avais besoin de me reposer et psychologiquement, j'y étais plus. Donc, oui, grosse phase de vide après. Ouais. Et puis, avec aussi rajouter, rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je m'en aille, que c'était plus bon pour moi comme environnement. Mais quand on se dit ça, on ajoute aussi un nouveau type d'anxiété, c'est qu'est-ce que je fais après, comment ça va se passer, tout le sujet de la reconversion. Ouais. Et ça, justement, c'est un peu le cœur, je pense, de cet échange. Et en tout cas, c'est ce qui est intéressant aussi, parce que les personnes qui vont nous écouter sont a priori des personnes qui sont dans la situation dans laquelle tu étais plutôt. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Et comment est-ce que tu as fait un petit peu pour cheminer de là, il faut que je quitte mon job jusqu'à l'astrologie, en fait, quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour toi? Alors, l'astrologie, c'était déjà un sujet auquel je m'intéressais avant. J'avais déjà acheté des livres pour essayer d'en apprendre plus et de me former un peu par moi-même. Donc, c'était pas un sujet auquel j'étais étranger. Et quand j'ai craqué, pour moi, ça a été assez vite de me dire il faut que je m'en aille.
je sais qu'il y a des personnes pour qui ça peut être plus long, ce processus de deuil, un peu, de se dire, bon, bah, en fait, je ne peux pas rester là. Pour moi, pour le coup, ça a été assez rapide. En même pas un mois, je me disais, non, il faut que je m'en aille. Et à ce moment-là aussi, je trouve une formation d'astrologie en ligne que je pouvais faire tout en continuant de travailler, qui était vraiment toutes les conditions de la formation correspondaient et faisait que je pouvais faire rentrer cette formation dans ma vie. Et en plus, c'était vraiment pour moi, déjà j'en avais très envie, ça fait un moment que je me disais, il faudrait que je me forme et j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne parce que lire des livres, ça ne me suffit plus. Et puis, c'était vraiment aussi le bon moment où du coup, j'étais dans cette grosse phase de vie de mon boulot, j'en pouvais plus, j'étais épuisée psychologiquement. Et du coup, avoir cette formation, j'avais tellement envie de la faire que ça rapportait de la joie aussi dans mes journées, en fait. J'étais contente, j'avais hâte de faire les lives avec mon formateur, j'avais hâte de travailler sur ma formation tous les jours. Du coup, ça a rapporté aussi un peu des paillettes, alors que c'était le gros vide. Sinon, dans ma vie, c'était vraiment pas la joie. Donc, il y a cette formation qui est vraiment arrivée pile au bon moment, comme par hasard. Et puis rapidement, c'est une formation que j'ai faite sur 3-4 mois. Et rapidement, au cours de la formation, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est ce que j'ai envie aussi. Ça m'a énormément apporté à moi. Et rapidement, pendant la formation, je me suis dit, mais oui, j'ai envie d'apporter ça aussi, de le transmettre ensuite, moi aussi aux autres. Et donc, ça s'est fait un peu naturellement, en fait, sans que je cherche, sans que je force. Ouais. C'est chouette quand ça se passe comme ça aussi, que les choses, elles viennent à toi directement, ouais. OK, donc du coup, tu fais cette formation-là et après donc du coup, qu'est-ce qui se passe, professionnellement et comment est-ce que tu en viens à faire le choix après de partir? Donc, je pense que j'avais déjà fait le choix de partir. Pas forcément encore les démarches, mais dans ma tête, je m'étais déjà dit, il faut que je m'en aille avant même que je commence la formation. Et ensuite, ça m'a pris un peu de temps de vraiment faire les démarches, de me dire. C'est une autre chose de penser, de faire tout un plan dans sa tête et de le mettre en œuvre. Chez moi, il y a un gros écart entre les deux. Rassembler la volonté et le courage de le faire, c'est pas évident. Et après, j'ai fait un peu je suis partie un peu, d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai pas démissionné, j'ai pas fait de rupture conventionnelle. J'ai choisi de prendre un congé qui était appelé congé création d'entreprise. Donc un congé où du coup, pendant lequel je pourrais créer mon entreprise puisque c'est devenu mon but. Enfin, c'est le projet du coup qu'on a avec ma sœur. Du coup, j'ai choisi de partir pour ce congé parce qu'en fait, c'est un congé qui dure 1 an renouvelable, qui est un an renouvelable 5 fois, oui. Et du coup, dans ma tête, je me disais, OK, je pars avec ce congé. Et du coup, si ce que je tente après, ça ne marche pas, je peux revenir, en fait. C'était un peu, OK, je saute dans le vide, mais j'ai quand même un filet dessous. Donc, avoir la possibilité de prendre ce type de congé, moi, ça m'a aidé à faire le pas, à sauter le pas pour partir. Avec cette impression de sécurité quelque part que si ça ne marche pas, tu peux revenir. Mais on en parlait un peu avant avec Marina. Du coup, je suis partie. Donc, j'ai eu mon craquage en janvier. J'ai fait les démarches, je crois, en mars-avril, pour demander ce congé, parce qu'après, il faut qu'il soit accepté. Et ensuite, il y a forcément un délai. Enfin, c'est comme la démission, il y a un délai à partir du moment où l'entreprise accepte. C'est pas le jour même que tu peux partir de l'entreprise. Il y a quelques mois de tampon pour que toutes les démarches puissent être faites, que l'entreprise puisse retourner aussi et trouver quelqu'un pour faire le job. Donc voilà, et donc je suis partie au final début juillet de mon travail et finalement en janvier cette année, j'ai vraiment démissionné. Je ne sais toujours pas si je vais réussir à vivre ma vie de mon activité actuellement, mais peu importe, je ne retournerai tout de même pas là-bas. Ouais. Donc prendre le congé, ça m'a aidé à faire la démarche de partir. Et après, ouais, j'ai eu besoin encore de quelques mois pour me dire non, mais en fait, j'y retournerai pas. Et je vais réellement couper le lien et démissionner. Donc, au final, ça fait pas très longtemps que j'ai démissionné. Ouais.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, je trouve, parce qu'en fait, c'est, vraiment un peu moi, je valorise beaucoup la politique des petits pas. Parce qu'effectivement, c'est hyper impressionnant de du jour au lendemain, tu quittes ton job et tu as plus rien et je trouve que c'est bien de pouvoir te sécuriser et effectivement d'avoir ce type de congé, bah, c'est top et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens recherchent des ruptures conventionnelles, en fait, parce que c'est aussi ce côté rassurant, c'est-à-dire que je prépare progressivement les choses, Oui, quoi. forcément, on va vers quelque chose de complètement inconnu, on ne sait pas comment ça va se passer, donc on cherche à avoir Ouais. des filets, des pieds sur lesquels on peut s'appuyer. Moi, ça a été de pouvoir prendre ce congé et oui, ça m'a aidé à faire le pas. Et puis, il y avait vraiment aussi, dans les peurs, mais c'était mon boulot d'ingénieur sûreté, je le faisais bien. J'étais douée dans ce que je faisais. Et puis là, je me dirige vers l'astrologie, je ne sais pas en fait, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être douée? Enfin, il y a vraiment de passer de je sais faire un métier, je sais faire quelque chose et là, j'ai envie de le faire, mais en vrai, je tâtonne, quoi. Je commence, j'ai besoin d'apprendre. Et oui. Donc, c'est zone de confort, incertitude. Ouais. Et alors ça, justement, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu sur cette incertitude, cette sortie de zone de confort. Toi, c'était quoi, tes peurs, à ce moment-là, tu vois? Et ou slash, c'était quoi tes challenges, vraiment les choses qui t'ont fait vraiment bosser sur toi, quoi, on va dire? Alors, il y avait plusieurs peurs, forcément. Donc, déjà, les peurs financières. Mmh. Je pense que c'est sûrement une des premières peurs parce que j'étais ingénieure sûreté, j'étais bien payée, j'avais un salaire fixe tous les mois. Et là, je passe à mon compte, j'ai aucune certitude de revenus, je vais pas forcément gagner ma vie les premiers mois. Donc forcément, l'inquiétude financière, grosse inquiétude. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'avais mis de l'argent de côté, hein, du coup, pendant les 4 années que j'ai travaillé en tant qu'ingénieure sûreté parce que j'étais bien payée. Donc j'ai mis suffisamment d'argent de côté pour me sentir pas complètement en sécurité, mais rassurée, on va dire, pour pouvoir sauter le pas. Une autre peur que j'avais, moi, c'était une peur qui était liée, une autre peur matérielle, à ma maison, puisque ma maison était liée à mon emploi, en fait. Mmh. C'était mon employeur qui me louait la maison, donc je partais, je devais aussi déménager. Et puis en plus, j'étais dans le centre de la France et mon idée, c'était de revenir aussi sur Lyon pour travailler avec ma sœur, puisque ma sœur est sur Lyon, et qu'on est originaire de Lyon. Retour aux sources, en fait. Mais du coup, il y avait aussi cette peur, est-ce que je vais retrouver un logement? Parce que aller voir une agence et dire à l'agence, en fait, j'ai pas de salaire fixe qui va rentrer, ça passe très mal hein, auprès des agences. Donc, il y a eu cette grosse peur aussi. Je pense que ça a été ma plus grosse angoisse tout l'été dernier, c'était retrouver un logement. Quoi. Toute l'angoisse de quitter mon boulot était focalisée autour de ça. C'était si j'arrive à trouver un logement, ça y est. J'ai réussi. Donc tout va bien. Mais ça a été une peur, ouais, ça m'a généré beaucoup d'anxiété. Et puis après, il y a aussi cette peur, ce syndrome de l'imposteur un peu, je me lance du coup, je fais de l'astrologie, je me lance et je fais des séances de Tamasra du coup, mais qu'est-ce que j'apporte vraiment? Est-ce que vraiment ce que je dis c'est pertinent? Mais ça, c'est pas nouveau, je l'avais aussi dans mon ancien boulot est-ce que vraiment je fais bien mon boulot? Est-ce que en fait vraiment c'est pertinent ce que je dis? Enfin, c'est pas nouveau, mais ça vient retravailler en plus encore ce syndrome de l'imposteur est-ce que en fait je suis pas plus nulle que les autres personnes qui font de l'astrologie et du coup pourquoi les gens viendraient me voir? Donc voilà, une autre peur assez présente. Et puis aussi ça me fait travailler. J'ai toujours été moi très loin des réseaux sociaux. J'aime pas beaucoup parler de moi, me montrer. Merci Marina pour le challenge d'aujourd'hui. Avec plaisir. Et du coup, en travaillant et en montant vers Soleil avec ma sœur, il y a aussi une part de com et il faut qu'on soit visible sur les réseaux sociaux. Ça aide à construire notre projet. Et donc, il y avait aussi cette peur mon image publique que j'avais à accepter en fait. Et donc ça va mieux, c'est pas encore, mais ça va beaucoup mieux, je fais beaucoup de progrès.
depuis un an. Il y a un an, j'aurais jamais pensé faire une interview comme ça qui finira sur YouTube. Bah, tu vois comme quoi il faut, il y a toujours des avancées et alors justement, comment est-ce que tu as fait pour, gérer enfin, pour faire face à ces peurs? Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Et encore aujourd'hui, en fait, parce que j'imagine que le syndrome de l'imposteur, l'aspect argent, c'est toujours des sujets qui peuvent rester un petit peu donc comment est-ce que tu fais face à tout ça au quotidien? Je sais pas si j'ai un truc précis que j'ai fait pour gérer ces peurs. En fait, ce que j'essaye beaucoup c'est de revenir à l'instant. En fait, enfin, j'ai aussi beaucoup observé un peu comment mon esprit fonctionnait et ces gros moments d'anxiété, en fait, le plus marquant, c'est quand bah, je vais me coucher et que là, il y a plus aucune distraction à part, il faut essayer de s'endormir. Là, il y a vraiment une période où j'ai eu des soucis de sommeil, hein et bah, j'ai commencé un peu à observer, en fait, comment mes pensées se suivent et il y avait vraiment j'ai remarqué un pattern, en fait, où j'ai pas compté exactement combien de minutes, mais genre toutes les 5 minutes, mon cerveau, il me renvoyait genre une pensée angoissante. Genre: «Ah mais comment tu vas faire financièrement?» et après, hop, je dérivais pendant 5 minutes, je pensais à d'autres trucs et puis toutes les 5 minutes, c'était: «Ah mais comment tu vas faire financièrement? Mais comment tu vas faire financièrement?» C'est genre vraiment la pensée en boucle qui se répète. Donc observer ce phénomène, ça m'a permis de prendre un peu de distance déjà, de me dire: «OK, là, c'est juste mon cerveau qui toutes les 5 minutes, il me renvoie une salve parce que je m'écarte. Du coup, il veut me garder dans l'insécurité». Donc non et aussi moi, du coup, me sortir un peu de ce mental qui s'agite et qui tourne en boucle, j'ai pas mal écrit à cette période. J'écrivais ce que je pensais, j'écrivais toutes mes angoisses, j'écrivais vraiment comme ça venait et comme je le pensais et quelque part, moi, de l'écrire, bah, c'est en fait, je sais pas, quelque part dans mon cerveau se disait: «C'est bon, j'ai plus besoin de le penser en permanence parce que c'est écrit, donc c'est bon». Genre, je vais m'en souvenir, je vais pouvoir le relire, je vais m'en rappeler. J'ai plus besoin de le tourner en boucle, Mmh. donc ça m'a aidée. Et puis après, c'est essayer de revenir ben, dans l'instant, quoi, parce que c'est beau de s'inquiéter financièrement, mais c'est peut-être bien de le faire pendant une partie de la journée. Genre, tu t'accordes une heure pour te dire: «OK, quel est mon plan financier?» mais ça sert à rien toute la journée de se projeter dans un an, en plus, enfin, ça veut rien dire de se projeter dans un an, dans 2 ans. Enfin, moi, quand je vois où j'étais il y a un an, j'aurais jamais pensé être ici, c'est un an plus tard, donc aujourd'hui, là, me projeter dans un an, 2 ans, je vois bien que ça veut plus rien dire. Je peux faire tous les plans sur la comète possible. Ça n'arrivera jamais. Ce sera différent de ce que j'aurais pensé, en fait. Et du coup, j'essaie vraiment de me rappeler ça régulièrement, de revenir à cet état d'esprit. De toute façon, je ne peux pas prévoir dans 6 mois. Je peux essayer d'avoir un plan un peu financier, effectivement, pour ben, pas être complètement en panique. Et puis, parce qu'il faut un peu d'argent pour vivre, mais revenir quand même à l'instant. Et puis, bah, pour ça, il y a des pratiques, le yoga. J'ai fait du yoga pendant cette période. Moi, ça m'aide à revenir. Moi, je suis quelqu'un qui est très j'ai un peu du mal avec mon ancrage et donc les pratiques physiques, ça m'aide beaucoup parce que ça m'aide à revenir dans mon corps, sinon je passe ma vie dans ma tête. Donc le yoga, ça m'aide, danser aussi, ça m'aide, ce genre de choses à revenir. Ouais. Sinon, c'est la panique. Ouais, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis et malgré tout, oui, ça fait des bons conseils effectivement, ouais, de revenir au corps, de se rappeler effectivement qu'on peut pas tout maîtriser à 100 sur, la suite du schmilblick quoi, donc c'est sûr que ouais. Et puis moi, ce que j'essaie de me rappeler aussi, c'est à chaque fois que j'ai eu besoin, j'ai été soutenue en fait d'une manière ou d'une autre. Je disais que j'avais eu cette peur énorme par rapport à mon logement parce que je vais perdre ma maison en quittant mon boulot. J'avais cette peur énorme et au final, j'ai retrouvé un appart, enfin de la manière la plus improbable qui soit, mais c'est quand même arrivé, j'ai quand même trouvé un appart et oui, c'est un peu comme tomber du ciel, mais ça montre que je suis soutenue et c'est plein de trucs comme ça tout le temps qui montrent qu'en fait, ça sert à rien de s'inquiéter. Ouais, Tout va se passer comme il faut. Alors c'est peut-être pas le plan que j'aurais fait dans ma tête à l'avance, mais ce sera comme il faut quand même. ouais. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a un peu le côté, faire confiance en la vie en fait, à quelque Oui, chose de plus grand. Ouais. complètement et ça, bah, tu disais qu'on était copines de retraite. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment repris de ces retraites qu'on a faites ensemble, c'est ouais, faire confiance en la vie. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et faire confiance en la vie, bah, c'est important et puis c'est moins anxiogène, hein. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mmh.
Est-ce qu'à un moment donné de ton parcours, tu t'es fait, accompagner alors que ça soit, voilà, sur quelque chose de, tu vois, soit l'aspect plutôt psycho-émotionnel, soit plutôt sur, vraiment, l'aspect, transité, ou je sais pas, d'un point de vue pratico-pratique. Est-ce que toi, tu as fait des choses, pour t'aider aussi là-dessus? Oui, je me suis fait accompagner pendant quelques mois par, je me souviens plus exactement c'était quoi son titre, c'était pas un titre, c'est genre médiatrice ou coach en médiation, quelque chose comme ça, j'ai plus le titre exact. Mais bref, du coup, pour m'aider, c'était dans cette période où j'étais encore dans mon boulot, mais je savais que j'allais partir, j'avais déjà fait les démarches. Et un peu dans cette période de transition, pour m'aider justement à passer outre toutes mes peurs, toutes mes insécurités, ouais, je me suis fait accompagner un peu quelques mois. OK, Ça m'a aidé à faire le pas. Ouais. ouais. Ouais, donc j'allais te poser comme question, qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait? Mais du coup, ouais, c'est le passage à l'action, en fait, j'ai l'impression. Oui, oui, ça m'a beaucoup apporté au niveau confiance en moi. Notamment parce que autant tout ce que je te disais avant que je faisais pour me passer outre mes peurs, c'était plus vis-à-vis des peurs matérielles et financières. Autant ça m'a pas beaucoup aidé tout ça pour les peurs, syndrome de l'imposteur ou confiance en soi et c'est plus cet accompagnement-là qui m'a permis d'aller voir un peu, ce qui se cachait derrière ce manque de confiance et Mmh. d'oser, sortir, me montrer. Et ouais, non, c'est sûr, ouais. Et donc du coup, autre petite question maintenant, donc aujourd'hui, donc tu es installée, donc tu travailles, avec, Sarah, sur Vers Soleil. Comment est-ce que tu te sens professionnellement et du coup, comment tu sens, voilà, ton énergie, ta forme au quotidien? Alors je me sens bien, en général, en fait, je me sens vraiment bien, je ferai pas de retour en arrière. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais que au début, je suis partie en congé et au final, j'ai démissionné là, il y a 3 mois parce qu'en fait, il y a aucun moyen que je retourne en arrière, il y a aucun moyen que je retourne dans mon ancien job. C'est pas possible. Clairement, après avoir découvert cette nouvelle vie, je reviendrai pas à l'ancienne. Donc globalement, c'est bien. Après, je vais pas dire que c'est rose tous les jours, hein. Il y a encore des jours de grosse anxiété et de «Mon Dieu, qu'est-ce que je fais en fait de ma vie?» C'est n'importe quoi. Mais globalement, en fait, je suis bien et je reviendrai pas en arrière et ça m'a permis aussi, après c'est aussi un travail et je pense que j'ai largement pas fini parce que j'ai été un peu, dans le système préformaté toute ma vie, j'ai été à l'école, j'ai fait des longues études. Après j'ai eu un boulot, tu fais 8h, 18h, tu commences à prendre un rythme, métro, boulot, dodo, quoi. Enfin, c'est très cadré, tu as un chef, qui te dit ce que tu dois faire. Enfin, tu arrives le matin, tu sais ce que tu dois faire et je suis arrivée du coup dans ma nouvelle vie où j'entreprends et je suis à mon compte en mode: «Bon, donc là, c'est moi qui décide de mes journées, c'est moi qui décide de mon rythme, je décide de quand je travaille, je décide de sur quoi je travaille». Bon, même s'il y a aussi des parties obligatoires administratives, comme dans tous les boulots, je pense qu'il y a au moins 10 de trucs, chiants qui sont obligatoires de faire. Mais sinon, tout le reste de mon temps, OK, je fais ce que je veux, je l'organise comme je veux. C'est genre: «Waouh, en fait, il y a trop de champs des possibles». Vraiment, on peut se sentir aussi très vite perdu, quand on se retrouve livré à soi-même, en fait. Tout d'un coup, il y a plus de cadre, il y a plus rien, je suis plus obligée de mettre un réveil le matin. Enfin, vraiment des trucs bêtes, en fait. Mmh. Mais c'est aussi un apprentissage quelque part, d'être dans tout ce champ des possibles et se dire: «Bon OK, il faut que du coup» et que je me structure moi-même parce qu'il y a personne qui va me structurer. Mais d'un côté, c'est aussi une super liberté où, du coup, je peux apprendre quel est mon rythme réellement. Est-ce que vraiment moi j'ai envie de me lever à 6h30 tous les matins? Alors pour moi la réponse est non. Les personnes à qui ça convient bien, moi c'est non, du coup. Mais voilà, est-ce que du coup, à quelle heure j'ai vraiment envie de commencer à travailler? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir un rythme régulier tous les jours? Ou est-ce qu'il y a peut-être un jour où je vais travailler le matin parce que je serai à fond le matin, le lendemain je travaillerai l'après-midi, ensuite je travaillerai toute la journée, peut-être que je vais travailler le dimanche, enfin, du coup moi j'ai vraiment un rythme qui est pas du tout fixe. Ça dépend des jours, il y a des jours où je suis ultra motivée, je fais plein de trucs et j'arrive pas. Il y a des jours où, c'est un peu le fond du trou, je fais pas grand-chose. Mais voilà, j'essaye de respecter plus du coup mon rythme naturel et respecter mes moments aussi de fatigue et de moins bien. Mmh.
et tout en essayant aussi de structurer un peu, parce que des fois, il faut aussi avancer, il faut faire des choses, il ne faut pas non plus Et oui. tomber dans le je fais plus rien et je me laisse aller. Mais c'est ultra intéressant et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus, pas de doute. C'est riche d'enseignements en tout cas, de se retrouver seul face à soi-même et avec soi-même. Bon, comment je me gère? Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi et c'est des choses que je ressens aussi beaucoup. Parce qu'en plus, c'est marrant, on a démissionné au même moment. Enfin, on n'a pas démissionné, mais plutôt le changement s'est fait au même moment. Et c'est assez. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est un apprentissage au quotidien. Et justement, là-dessus, un petit peu, qu'est-ce que toi, ça t'apporte? Alors, la question, ça va plutôt être comment ça t'enrichit, en fait, de fonctionner comme ça maintenant par rapport à ta vie d'avant? Alors déjà, j'ai l'impression d'être plus, tranquille d'esprit en fait. J'ai plus le stress du dimanche soir de retourner au boulot. Genre rien que ça. C'est le stress du dimanche soir ou du mardi soir parce que tu sais que le lendemain, tu as une réunion super, importante que tu as pas préparée, enfin j'en sais rien. J'ai plus ce stress en fait d'aller au travail. Je fais vraiment des activités que j'aime. Alors oui, il y a toujours 10 qui sont sous l'essai de l'administratif, mais la majorité de ce que je fais, c'est des activités que j'aime, donc ça m'apporte une tranquillité d'esprit. Ben, vraiment, c'est génial. Et puis après, bah oui, je choisis ce que je fais et je choisis ce que j'aime en fait faire. Et du coup, il y a plus cette idée de je m'oblige et je traîne des pieds en fait. Parce que enfin, mon boulot d'avant, je l'adorais, j'ai beaucoup aimé, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'aimais pas faire comme aussi dedans. Mmh. Sinon, je serais restée, hein. Et donc, ça m'apporte aussi, voilà, je choisis ce que je fais, je choisis comment je le fais, je choisis le rythme auquel je le fais et ça apporte beaucoup de, ouais, de sérénité, moi, au quotidien. Et puis, ben, moins d'anxiété, moins de stress. Bon, il y a de l'anxiété liée à d'autres sujets, mais plus liée au contenu de mon travail, en tout cas. Ouais. Et donc, ouais, comme tu l'as dit, effectivement, tu ne reviendrais pour rien au monde, dans cette. Non, j'y retournerai pas. Mais c'est des fois, c'est assez drôle. J'ai eu l'effet un peu, j'appelle ça les lunettes roses de la fin, où bah, dans le dernier mois, avant que je savais que j'allais partir, dans le dernier mois, je commençais à me dire: «Ah, mais en fait, je suis bien», ou je commençais à voir plus que les aspects positifs, en fait. Je pense que c'est quelque part la hausse mentale qui se dit: «Mon Dieu, on va changer, c'est trop effrayant et si finalement c'était pas si mal que ça?» Et ça m'est arrivé encore un peu d'avoir ces lunettes roses pendant des mois où enfin, depuis que je suis partie, en mode: «Mais en fait, c'était pas si mal mon travail». Mais heureusement, j'ai une amie, que je vois toujours régulièrement, qui travaille encore en centrale nucléaire et à chaque fois que je lui parle, ça me rappelle pourquoi je suis partie et donc c'est bien d'avoir ces rappels quand même. Ouais, c'est sûr. Parce que ça va vite en fait, mais je pense que c'est comme pour tout, c'est pas que pour le travail. À chaque fois je pense on traverse une période difficile, c'est facile quelques mois après d'oublier à quel point on était mal à cette période-là. Je trouve que enfin moi en tout cas, j'ai tendance à un peu aplanir tout ce qui s'est passé et tout devient, plus rose que ça ne l'était et du coup avoir un rappel quand même parfois, que non en fait ça allait pas, c'est quand même bien. Mais oui, j'y retournerai du coup, pour rien au monde. Et ouais, non, c'est sûr. Il y a une question qui m'est venue parce qu'à un moment donné, quand on parlait de l'argent, tu parlais de plan de financement. Alors du coup, aussi petite question, mais vraiment pratico-pratique. Mmh. Est-ce que toi, tu as fait des espèces de petits Excel, ou qu'est-ce que tu as fait en fait, d'un point de vue financier pour pour dire au mental en fait que tu pouvais te sécuriser et que c'était OK en fait? Donc oui, j'ai fait, petit tableau Excel, ben, surtout de mes charges, enfin, pas que professionnelles quoi, c'est de mes charges privées. Enfin oui, privées, le loyer, les courses, j'ai un chien et un chat, donc les animaux, tout ça, combien ça me coûtait par mois, en essayant aussi, bah, du coup, de réduire ce coût sur quoi, qu'est-ce que je fais tous les mois que je peux peut-être ne pas faire ou ne pas acheter ou acheter moins cher pour, réduire ce coût et après je regarde, bon, bah, OK, je vais dépenser tant par mois. J'ai tant d'économies, de mon boulot, enfin de oui, tant d'économies que j'ai réussi à faire avec mon ancien boulot. Combien de mois ça me fait? Et puis, bah, du coup, combien je vais devoir réussir à gagner par mois avec mon nouveau travail?
pour réussir à vivre Ouais. sans demander d'aide, sans être en galère ou devoir reprendre un autre boulot, quoi. Ouais, non, mmh. C'est important à faire en effet ces petits Mais oui, ça permet parce que toutes ces peurs financières, donc, enfin, je disais, moi, il y a des moyens d'en sortir. Pour moi, ça a été d'écrire, ça a été de revenir dans le corps. Mais il y a aussi une partie de mettre son cerveau face à la logique pure et dure, en fait, ça aide aussi, oui, à se rassurer et à dire: «Oh, OK, je dépense tant par mois, j'ai tant, c'est bon, je suis tranquille pendant plusieurs mois, on se calme». ouais. Non, non, c'est sûr. OK, est-ce que tu aurais, un autre conseil à partager, aux personnes qui aimeraient se reconvertir, mais qui ont voilà, qui hésitent encore à franchir le cap? Est-ce que tu aurais un conseil ou encore quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas encore abordé, que tu souhaiterais aborder, là, dans cet échange? Alors on l'a abordé, mais je pense que se faire accompagner, ça peut vraiment aider, heu, à franchir le pas, sur la confiance en soi, sur, les peurs, peu importe, ça peut vraiment aider. Et après, ben, c'est un conseil qui est pas forcément facile à mettre en œuvre, mais en fait, c'est avoir des personnes dans votre entourage à qui vous pouvez vous confier. Je pense que c'est aussi ultra important. Hem, je dis c'est pas forcément facile à mettre en œuvre parce on choisit pas forcément, par exemple, si on peut se confier à sa famille ou pas, si notre famille entend vraiment ce qu'on leur dit ou pas. On choisit pas forcément. Mais moi, ça m'a aidé d'avoir quelques personnes de mon entourage, c'est pas beaucoup, hein, c'est 3 personnes de mon entourage avec qui je pouvais vraiment être ultra sincère, ultra honnête sur ce que je traversais, leur raconter toutes mes peurs. Donc, bah, j'avais aussi beaucoup discuté avec Sarah, du coup, avec qui je fais le projet, et elle était déjà passée par ça un peu aussi avant, donc ça, elle avait aussi son expérience dont elle pouvait me parler, mais je parlais aussi du coup avec un ami dont je suis très proche et qui lui est jamais passé par cette phase et pas auto-entrepreneur. Mais pouvoir avoir ces personnes à qui on peut se confier et vraiment, tout dire sans se filtrer, sans avoir peur de montrer qu'on est vulnérable et qu'en fait on est en flip total de faire ce changement. Parce que même quand on décide de changer, c'est pas pour ça qu'on n'a pas peur de changer. Donc ouais, avoir vraiment quelques personnes de confiance dans son entourage et aussi peut-être des personnes qui ont franchi le pas, ça aide, je trouve, à franchir le pas soi-même et à se rassurer et à se dire: «OK, si lui ou si elle a réussi, ben, peut-être que moi aussi, en fait». Ouais. Non, c'est clair que c'est hyper important et justement, bah, là-dessus, ça me fait avoir une nouvelle question, mais un petit peu sur, tu vois, l'entourage. Donc, toi, donc tu avais des personnes à qui tu as pu te confier. Comment ça s'est passé aussi avec ta famille? Parce que c'est vrai que des fois, quand on change un peu du tout au tout, il y a l'aspect aussi familial qui peut être difficile à gérer, en fait. Bah, du coup, moi, j'ai la chance d'avoir 2 sœurs, c'est mes piliers, elles sont, incroyables et qui me soutiennent vraiment quoi que je fasse. Elles savaient que c'était la bonne décision pour moi, donc elles m'ont soutenue. Par contre, bah, notamment avec ma mère, c'est très, très mal passé. Heu, D'ailleurs, on a une relation qui est plus que compliquée depuis 1 an, Mmh. alors qu'avant on n'avait jamais eu de soucis. Mais depuis que j'ai décidé de changer de voie et quitter mon boulot, c'est en fait, je pense que le choix que j'ai fait, ça lui fait ressortir des peurs à elle, parce qu'elle s'inquiète pour moi, et du coup, mais toutes ces peurs, à chaque fois que je la vois, elle me les projette. À chaque fois, c'est: «Mais financièrement, comment tu vas faire? Et tatati et tatata», et c'est déjà des trucs que moi j'ai. Donc avoir le miroir de ma mère qui me dit ça en permanence, ça m'aide pas du tout, en fait. Mmh. Ça m'enfonce, en fait, plus qu'autre chose. C'est vraiment pas une période quand on est dans du changement comme ça, c'est vraiment pas une période où on a besoin d'avoir quelqu'un qui en rajoute sur nos peurs et nos anxiétés. En plus, après, moi, je considère que je suis quand même assez réaliste sur l'état des choses. Je me fais pas un film complètement irréaliste de la vie. Donc avoir, ma mère qui me dit: «Mais si, il faut que je te le dise, il faut que tu entendes la réalité», genre c'est bon, en fait. Tu ne fais qu'empirer ma situation. Pour moi, en tout cas, c'est quand je suis dans une période comme ça, j'ai pas besoin, voilà, d'avoir quelqu'un qui m'angoisse encore plus. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me soutient ou juste qui m'écoute. Vraiment, un conseil à toutes les personnes qui ont d'autres personnes dans leur entourage qui traversent des périodes difficiles, juste écouter. Ça suffit, en fait.
Je trouve que souvent, on a juste besoin de quelqu'un à qui parler pour pouvoir lâcher nos trucs. Et voilà, quoi. On n'a même pas besoin on n'a pas forcément besoin de conseils, on n'a pas forcément besoin de réaction, juste d'écoute. Ouais, ça c'est clair, je suis à 100 d'accord, ouais. Merci pour ça, c'est important, je pense, de le dire aussi. On arrive à peu près à la fin de cet échange. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot à rajouter? Dernier mot. Bah, je voudrais juste souhaiter un bon courage à tous ceux qui, du coup, regardent cette vidéo ou l'écoutent, et qui sont mal dans leur travail, qui envisagent peut-être, une transition. Bah, bon courage à vous. Vous pouvez le faire. Je l'ai fait, Marina l'a fait. C'est possible, croyez en vous vraiment. Je pense que c'est ce que moi, cette expérience m'a le plus appris, c'est de croire en moi et en mes rêves et en ce que je veux, pas en ce que je veux filtrer par la société, par ce que mes parents veulent en fait. C'est vraiment croire en moi, en ce que je veux, en mes capacités. Et donc voilà, croyez en vous. Ouais, et écouter son cœur aussi quelque part du coup. Voilà. Mmh. Oui, complètement. Arrêter de se filtrer en permanence et de se dire ah, j'aimerais faire ça, mais non, en fait, c'est peut-être pas bien, c'est pas bien vu, c'est pas. Enfin, clairement, moi, j'ai fait de passer de ingénieur à faire de l'astrologie. Enfin, on voit que ça n'a pas le même prestige. Hein. Il y a les choses, quand on sort et qu'on dit je suis ingénieur, c'est tout de suite très bien vu. Quand on dit je fais de l'astrologie, il peut y avoir des regards quand même sceptiques. Donc, mais peu importe en fait. Je fais ce que j'aime et c'est ce qui compte le plus. Mmh. Eh bien, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup à toi, Ninon, c'était hyper, riche. J'ai beaucoup aimé cet échange et j'espère Merci de m'avoir invité. eh bien, avec plaisir et puis à très bientôt.